Voici une édition toute satinée de la vie des gens riches et célèbres. Votre visa, toutes dépenses payées, au monde des grands gagnants. Un des nababs les plus riches de Taïwan a fait 40 millions de dollars, puis a tout arrêté. Vous n'en croirez pas vos yeux des folles dépenses de ce playboy de l'Extrême-Orient, Johnny C. Huang. Aussi un reportage sur la chute et la renaissance de Monaco. Le lieu d'amusement des vedettes brille comme jamais auparavant. La période de deuil est terminée et les affaires ont repris. Seuls les proches de la famille ont compris combien la mort de la princesse Grace a secoué la principauté et a mis son avenir en jeu. Et nous visiterons les châteaux de la Loire avec nos gagnants du concours, Monsieur et Madame René Jacques. Tout cela et plus encore, quand la vie des gens riches et célèbres vous revient après la pause. Demeurez avec nous. La vie des gens riches et célèbres et Habitabek vous propose ce soir la 5e question de leur grand concours qui vous permettra peut-être de vous envoler sur les ailes d'Air Canada vers le Portugal, toutes dépenses payées, afin d'y visiter certains des plus beaux palais et châteaux. Pour participer, répondez correctement à la question qui sera posée à la fin de cette émission en rapport avec un des reportages présentés. Soyez attentifs et demeurez avec nous. Dans les hauteurs de la région d'Ombrie, en Italie, se trouve une retraite européenne qui fait rêver. La Villa Moretti est une résidence de 46 pièces qui surplombe un vignoble de plusieurs hectares, une oliveraie et des vergers. En tant que nouveau propriétaire, vous seriez reconnu pour votre vin des plus sophistiqués, votre huile d'olive et vos pêches, les meilleures entre Rome et Florence. Et plus encore. Il faudrait toutefois vous habituer aux farces sur le poison, parce que vous serez aussi connu comme étant le propriétaire de la villa de Lucrece Borgia. Sa sombre réputation dans l'Italie du 15e siècle, comme étant la reine du filtre, non pas d'amour, mais de haine, donna à la villa un côté historique que les domaines environnants n'ont pas. Acheté par les Borgia en guise de résidence d'été, ce lieu est devenu la scène d'un complot, de la réponse au complot et de la revanche. Comme fille du pape, Lucrece était le pion consentant des manigances politiques visant à créer une dynastie de pouvoir qui durerait pour toujours. Au fil des ans, le seul nom de cette famille était devenu synonyme de traîtrise. Et ce fait décourageait même certains acheteurs potentiels de la villa. Elle a été subséquemment achetée par un marquis et un comte. Tous les deux avaient un sens de l'humour assez particulier à propos du passé terrifiant de la villa. La propriétaire actuelle de la villa affirme avoir entendu toutes les farces possibles relativement au poison. Les verres de vin échangés, par exemple. À part les jardins magnifiques, les fleurs et la luxuriante végétation, c'est la tranquillité, la sérénité qu'il y a ici et que je ne retrouve nulle part ailleurs qui m'attire. C'est comme de revivre une page d'histoire. Les historiens regardent vers le passé, mais les comptables regardent vers l'avenir. Et ce qu'ils voient, la Villa Moretti leur plaît. Surmontée de ruines médiévales, les oliveraies luxuriantes s'étendent en rang de tons verts et gris, et ce n'est qu'un début. La tourelle de la villa offre une vue imprenable sur les vignobles qui s'étendent à l'infini. Ils produisent chaque année 8000 litres d'un vin qui a du corps et qui se vend cher. Imaginez-vous servant du vin de votre propre vignoble, lors de grands soupers dans la salle à dîner antique aux murs recouverts de chêne. Si votre style de vie comprend le bon vin, une huile d'olive pure pour mettre sur vos pâtes, il ne vous manque que la maison sortie tout droit de l'histoire. Alors préparez votre carnet de chèques. La villa italienne de Lucrece Borgia est en vente pour la modique somme de 3 200 000 $, une offre imbattable. Il y a des lieux où l'esprit s'émerveille autant que le regard. Paris, ville lumière, en est un de ceux-là. Ce fut le point de départ de Monsieur et Madame René Jacques, gagnants du concours Visiter les châteaux de la Loire. Depuis le 15e siècle, le Val-de-Loire fut le séjour favori des rois de France. L'installation de la cour dans les provinces riveraines de la Loire avait entraîné la construction de nombreuses demeures fastueuses et royales. Aujourd'hui, inépuisable témoignage d'une époque glorieuse, il suscite notre respect et notre admiration. Le château royal de Chambord,
Entrepris en 1526, est l'expression la plus ambitieuse et la plus épanouie de sa première Renaissance. C'est au cœur de la vallée de la Loire que nos hôtes ont entrepris leur séjour. Ils ont visité le château de Chambord, qui témoigne de plus de 450 ans d'histoire. Le château, entièrement rénové, conserve son charme d'origine et nous plonge au cœur même de la séduction d'une époque. Chaumont se dresse sur la rive gauche de la Loire. C'est de la terrasse ouverte, au cœur du château, que la vue sur la Loire reste un objet d'enchantement. Chaumont, plusieurs fois agrandi et même reconstruit, reste encore traditionnel avec toutes les caractéristiques d'un château féodal qui témoigne de 5 siècles d'histoire. C'est sur le Cher qu'enjambent les douves du noble château de Chenonceau. Il y a 4 siècles, la reine Catherine de Médicis orna le château d'un grand apparat décoratif. Nos hôtes ont pu admirer l'immense galerie, les arches magnifiques et les somptueuses tapisseries meublant l'intérieur du château. Les jardins entourant le château sont un pur enchantement. Les sentiers serpentant le domaine font redécouvrir le charme oublié des promenades d'antan, qui en fit un véritable joyau de la couronne. Harmonieux château Renaissance, bâti en partie sur pilotis dans le lit même de l'Indre, c'est le plus complet que la Renaissance ait construit en France. Un exemple architectural. Son aspect général montre toujours les bases traditionnelles de l'architecture nationale qui conserve l'aspect du château défensif, siège de la puissance des nobles. Le château de Villandry est le dernier des grands châteaux édifiés au bord de la Loire à l'époque Renaissance. Les jardins qui unissent l'utile et le beau sont uniques en Europe. Les diverses variétés de légumes et de fruits produisent à la belle saison de surprenantes harmonies de couleurs évoquant les fastes d'antan. C'est à proximité de la ville d'Angers que se dresse le château Plessis-Bourré. De sa haute silhouette hermétiquement close et repliée sur la défensive. C'est l'image même du château du XVe siècle qui a conservé tout son charme authentique. Orné de tours massives, Angers fut édifié au IXe siècle. À cette époque, témoin de nombreuses fêtes, tournois où s'organisaient souvent des jeux de cavalerie. Le château est aujourd'hui célèbre pour ses nombreuses tapisseries antiques illustrant le dernier livre de la Bible par Saint Jean. C'est entre l'Est et l'océan sur la route de la Bretagne que nos hôtes terminent leur séjour par un repas en tête-à-tête au château de Tieldras, site d'enchantement, au reflet des fleurs et de la douceur angevine. Après la pause, l'étonnant John Huang de Taïwan, qui a affronté une réalité que peu d'hommes ont la chance de vivre. Avec une fortune de 40 millions de dollars, devait-il continuer à travailler pour la faire fructifier ou bien commencer à la dépenser? Et vous, que feriez-vous à sa place? Johnny C. Huang a fait les deux et a réussi sur les deux fronts. Demeurez avec nous pour faire la connaissance de cet homme qui a vraiment tout. De la République de Chine à Taïwan. En 40 ans, de la production de jouets de plastique, elle est devenue un géant industriel. Tout cela grâce à des hommes comme Johnny C. Huang. Ce Chinois est allé apprendre les lois du capitalisme aux États-Unis pour aller les appliquer miraculeusement en Extrême-Orient. Mon premier chèque de paie en tant que consultant était de 9 $ pour une semaine. Mais le système capitaliste, ça s'apprend. La façon de faire de l'argent, la liberté, tout cela est facile à apprendre. C'est la clé du succès. Le succès était une douce revanche sur les Chinois communistes, parce que Taïwan a été fondé par des concitoyens capitalistes. Avec un emprunt de 90 000 $, il s'est tourné vers la réparation de téléviseurs et a été bien reçu sur 2 continents. Nous réparions des téléviseurs pour la compagnie américaine Oak. Parce que nous faisions un bon travail, ils ont voulu fonder une compagnie, ici, à Taïwan, pour la fabrication des téléviseurs.
Alors, le 90 000 $ qui a été emprunté était en fait un investissement. Nous travaillons tous très fort parce que nous avons soif de succès. Avant, Taïwan n'était pas aussi prospère et nous savons que nous devons faire plus d'efforts. Nous n'avons pas le choix. Il faut réussir pour ne pas tout perdre. L'homme qui a inventé les boîtes de contrôle pour le câble américain a bien vite fait bourdonner Taïwan de ses 20 compagnies. Son succès était littéralement électrifiant. Déjouant toute attente, il a fait l'impensable. À l'âge de 41 ans, Johnny C. Huang a accroché son fusil à souder et a pris sa retraite. Mon rêve était de me classer bon premier sur la liste des 50 compagnies de Taïwan et dans les premiers aussi sur la liste des plus grandes compagnies d'exportation. Je m'étais promis que si je réalisais ce rêve, je plaquais tout. En 1982, j'ai réussi. J'étais dans les premiers des 50 compagnies et j'étais en 6e position en exportation. Alors, j'ai vendu mes parts, j'ai tout vendu et j'ai pris ma retraite. Il a vendu ses titres et il a fait un profit en liquidité de, tenez-vous bien, plus de 40 millions de dollars. En plus d'investir pour une tour à bureau de 40 étages dans le centre-ville de Taipei, Johnny s'est dévoué à devenir un prince des loisirs. Pour quelqu'un qui a travaillé avec ardeur toute sa vie, en comptant chaque sou gagné, il a vite appris à dépenser. Dépenser, toujours dépenser. Il a acheté une Porsche noire. Il l'a tellement aimée qu'il est retourné chez le concessionnaire avec son livret de chèque en main pour acheter 6 autres voitures de luxe. Elles comprennent une Lamborghini et 2 BMW. C'est une sensation étrange que je ne connaissais pas auparavant. Il est difficile de comprendre ce que cela signifie que de ne plus jamais avoir à se soucier du prix avant d'acheter. Il n'a pas eu à s'inquiéter du prix de sa résidence de Beverly Hills pour ses séjours aux États-Unis. Et vous pouvez vous imaginer qu'il n'a pas lésiné quand il a commencé à collectionner des antiquités. Son appartement de grand luxe déborde d'objets d'art qui valent des millions. L'art est vite devenu son obsession la plus coûteuse. Quant à l'art, j'ai commencé il y a des années quand j'étais encore à l'école secondaire et même avant. J'avais un oncle très bon pour moi du nom de Dr. George Ying. Il était autrefois notre ministre des Affaires étrangères. Il était cultivé et s'y connaissait en art et j'ai appris beaucoup rien qu'en le fréquentant. Sa philosophie est que l'art doit aussi être pratique. Qui d'autre débourserait 100 000 $ pour un vase en jade de la dynastie Qing pour l'utiliser sans si ni mais? D'autres pièces sont traitées avec plus de soin. Sa pièce la plus précieuse lui a coûté presque le même montant que sa Porsche. Âgé de plusieurs siècles, c'est un simple grain de riz gravé de 108 caractères chinois. C'est ce qu'on appelle avoir l'œil au détail. Il n'est pas étonnant qu'il ait fallu un an pour le compléter. On ne s'étonne pas que son bureau contienne des pièces d'antiquité que l'on ne s'attendrait à voir que dans un musée. Il faut garder en mémoire que cet homme est à sa pré-retraite. Assis à ma table de travail, je me trouve à être dos aux gens. De cette façon, ils ne peuvent pas voir ce que je fais. La table de conférence est ronde, alors tous y sont égaux. Les gens y sont à l'aise, il n'y a pas d'invité, pas de patron, aucune barrière. C'est confortable. J'essaie de concevoir tout moi-même. J'essaie de ne pas consacrer plus de 30 % de mon temps au travail, afin de passer les 70 % qui restent à faire des choses plus agréables dans la vie, comme de me consacrer à l'art, regarder les jolies femmes et manger de la bonne nourriture. Enfin, tout ce qui rend heureux. Après la pause, dans un moment, un reportage sur la luxueuse principauté de Monaco. Le chagrin avait ralenti la roue de fortune qui vient de se remettre à tourner. Demeurez avec nous. Ce joyau fabuleux de la Côte d'Azur est situé en bordure de la France, à la limite de l'Italie. Derrière le faste, une dynastie familiale règne sans inquiétude au Palais Royal. Les Grimaldi se sont appropriés du trône en 1297 en se déguisant en moines franciscains. La principauté, relativement tranquille, n'a attiré l'attention sur elle qu'en 1862. C'est à cette époque que les Grimaldi, pressés d'attirer les nouveaux vacanciers du sud de la France, ont construit leur propre route fortune. La chance leur a souri et Monaco est devenu en un instant l'endroit chéri du jet-set. Et pour rendre le tout encore plus agréable, le père de la ville a déclaré que tout monégasque qui gagnait des millions à l'extérieur de la principauté voyait cet argent totalement exempt d'impôts. Pendant que Monaco n'était qu'un secret bien gardé entre les gens riches,
un descendant des Grimaldi, a fait une chose extraordinaire. Le prince régnier a pris pour épouse l'actrice américaine Grace Kelly. Ils ont transformé Monaco en un lieu enchanté gouverné par des amoureux royaux pleins de bonté. C'est vite devenu un endroit très riche, réservé presque exclusivement aux riches bons vivants. Ils possédaient même leur propre rallye automobile. Ironiquement, le désastre est arrivé sur 4 roues. La princesse Grace est morte dans un tragique accident de la route, laissant derrière elle le prince régnier pratiquement effondré, tout comme Monaco. Je pense que son absence de cet endroit a créé un vide. Et les gens n'y venaient plus aussi régulièrement qu'avant. Je pense que les gens étaient quelque peu désenchantés d'aller dans un endroit où ils sentaient le malaise. Par exemple, le premier rallye tenu ici, après sa mort, s'est déroulé dans une sombre ambiance. Les réguliers ont bien vite remarqué le port des jeans dans les casinos et au lieu des Lagondas et des Rolls-Royce, les tours guidés en autobus ont fait leur apparition. Derrière le déclin, un prince au cœur brisé. L'actrice Dina Merrill a été témoin de la tristesse de cet homme. Le prince régnier était profondément triste et nous essayons tous de l'égayer un peu. Il a fallu 6 longues années au prince pour sembler sortir de sa torpeur. Les gens de la place disent qu'il ne s'en remettra probablement jamais. Mais il a vaillamment émergé de nouveau pour reprendre son rôle de gouvernant. Le but premier était de redonner à Monaco son statut d'État roi. Son premier geste a été de passer le pouvoir à son premier-né, la princesse, qui est l'image même de sa mère. Caroline a ressuscité la culture monégasque en réinstaurant le ballet en mémoire de la princesse Grace. C'était le vœu le plus cher de sa mère, et cela a marqué joyeusement le retour à la vie de Monaco. Deuxième étape, la résurrection économique de Monaco. Pour ce faire, Régnier a recruté l'héritier présomptif, éduqué aux États-Unis, et lui a donné son premier vrai défi. Le jeune prince a ouvert le marché commercial à Monaco. Nous avons accueilli plusieurs compagnies dans le domaine de l'électronique, des usines de plastique. Plusieurs grandes compagnies étrangères ont établi leur siège social ici. Et je pense que c'est une tendance qui va aller en augmentant. Et il avait raison. Le premier changement évident a été une poussée dans la construction d'immeubles, comme on en avait vu depuis longtemps. Tout à coup, les montagnes de Monaco bourdonnaient de sons de l'expansion et des profits. Assez curieusement, il y a eu au cours des dernières années une renaissance. Et les gens ont semblé redécouvrir Monaco et les prix des valeurs immobilières se sont mis à augmenter. Et il est même difficile d'obtenir une table dans un restaurant. De nouveaux restaurants ont ouvert et une fois de plus, Monaco a repris son titre de lieu gastronomique détenant les restaurants les plus raffinés au monde. Cela a attiré plus de visiteurs prêts à venir y dépenser leur argent. Plus vite qu'on ne peut dire « Garçon, encore du champagne », la baie était remplie de grands yachts luxueux. C'était de nouveau la fête. Avec le retour de la foule de bons vivants, Monaco a ressuscité, plus brillante, plus éblouissante et plus populaire que jamais. Ce ne sont pas seulement les Américains qui sont de retour, mais aussi les Européens, les Britanniques et bien sûr les Français adorent venir ici. Mais les gens du Moyen-Orient aussi. Les vedettes sont demeurées fidèles à Monaco pendant son deuil. Si ces gens semblent contents d'eux, c'est qu'ils ont donné leur appui moral à un vieil ami au moment où il en avait vraiment besoin. Venir ici, c'est comme de débarquer dans un livre de contes. L'architecture, les bâtiments, l'eau, la marina, tout est splendide. C'est l'endroit idéal pour un dur à cuire de l'écran ou aller se divertir. Si l'histoire vous intéresse, vous aimerez venir ici. On peut sentir le passé. Et j'aime ça parce que je suis un mordu de l'histoire. Un légendaire entraîneur des Lakers de Los Angeles n'a pas eu besoin d'être escorté pour revenir au paradis. Je suis très content d'être à nouveau ici parce que je retrouve une ville qui s'est transformée. Monte-Carlo est redevenue telle qu'elle était et c'est ce qu'il fallait parce que c'est un des endroits les plus beaux au monde. Et quand les gens viennent ici, ils veulent voir comment était la vie autrefois. Et c'est ce qu'ils ressentent. C'est pourquoi c'est une ville si romantique qu'il faut absolument voir. Les hôtels chics sont combles et les stationnements regorgent de voitures luxueuses.
La chute et la renaissance de Monaco se sont effectuées grâce au prince régnier. Au moment crucial, il a doublé la mise et est sorti gagnant. Vous pourriez vous envoler sur les ailes d'Air Canada, vivre une semaine de rêve et visiter certains des plus beaux palais et châteaux du Portugal grâce à la vie des gens riches et célèbres et Habitabec, simplement en répondant correctement à la question suivante. Dans quelles circonstances la princesse Grace de Monaco a-t-elle perdu la vie? A. Un incendie. B. Un écrasement d'avion. C. Un accident d'automobile. Répondez correctement à cette question et faites parvenir votre réponse à l'adresse suivante. La vie des gens riches et célèbres, case postale 15150, Québec, G1K 7X2. Le nom de la personne gagnante sera divulgué le 14 décembre lors de cette émission. Bonne chance à tous. Merci à vous tous. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et revenez la semaine prochaine pour une autre émission de la vie des gens riches et célèbres.